La responsabilité ici, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas individuelle en fait, elle est systémique, elle est structurelle, elle est politique, mais par des petits gestes comme ça, on peut choisir et on peut véritablement avoir un impact sur notre système. Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Alternative Européenne. Je suis Ophélie Masson, directrice adjointe d'Alternative Européenne, qui est une ONG qui va fêter ses 20 ans bientôt. Ce podcast s'inspire de la devise de notre organisation, démocratie, égalité et culture au-delà de l'État-nation. Chaque épisode est structuré de manière à refléter ces valeurs fondamentales en explorant des idées, des témoignages comme aujourd'hui et des initiatives qui remettent en question les frontières conventionnelles, aussi bien politiques que culturelles, et qui envisagent une Europe plus inclusive et participative. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maggie Ikulu. Bonjour. Bonjour. Maggie, je me permets de te tutoyer. Tu es juriste et politologue. Tu es militante écoféministe, antiraciste et engagée dans les luttes décoloniales. Depuis 2024, tu es aussi élue communale à Ganshoren en Belgique avec le parti Ecolo Groen, qui est l'équivalent des Verts. Et tu es aussi ambassadrice du pacte pour l'égalité qu'on mène avec Alternative Européenne. Est-ce que c'est tout bon ? Oui, et puis moi j'aime bien dire que je suis aussi maman de 2 petites filles, ça fait partie de mon identité, donc voilà, je suis tout ça aussi. Aussi un boulot à part entière. Oui, voilà, à temps plein. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots qui tu es, au-delà de ce qui vient d'être dit, et comment est-ce que tu es engagée socialement ? Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici et de te revoir, de partager avec toi. Alors, qui je suis ? Je dirais tout simplement une jeune femme noire, réfugiée de guerre, qui a grandi une partie de sa vie en République démocratique du Congo, à l'Est. Et en fait, cette enfance va profondément être bouleversée et puis définir en fait tout le reste de mon parcours. Ça va vraiment être le fil conducteur de mon engagement en tant que réfugiée de guerre. Et donc aujourd'hui, je me définis, comme tu l'as bien fait, comme une militante antiraciste, féministe, écologiste, mais aussi comme une maman, parce qu'en fait, en tant que mère dans cette société, c'est pas évident. Et j'ai découvert d'autres couches comme ça, de discrimination, d'oppression auxquelles les mères font face, et même les enfants, comment ils sont considérés dans cette société. Donc, ça m'apporte aussi un autre regard, un peu multidimensionnel depuis que je suis mère. Et puis, au quotidien, je dirais que voilà, je travaille pour une grosse université francophone en Belgique en tant que coordinatrice équité, diversité, inclusion. Et à côté de ça, je fais de la consultance en stratégie d'innovation, c'est-à-dire que j'aide les institutions publiques à mettre en place des plans de changement, des plans d'action pour plus d'inclusion et de diversité. Et voilà. Alors ça tombe bien parce qu'on va commencer par parler d'égalité, qui est une des valeurs d'Alternative Européenne. Et je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu comment est-ce que t'es venue l'envie de te lancer en politique. Et pour rappel, donc tu es élue communale à Ganshoren, une commune en Belgique, et ce que ça représente pour toi, notamment en tant que femme noire élue, et comment est-ce que tu vis cette élection et ce rôle aussi. Je dirais que j'ai toujours voulu, je sais pas, c'est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Par exemple, quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, et c'est une vraie histoire, je répondais présidente. Waouh. Quelle ambition, vraiment. Je répondais présidente du Congo. Et pourquoi je répondais ça ? C'est parce que quand je demandais à mes parents pourquoi il y a des guerres, pourquoi est-ce qu'on doit fuir notre maison, pourquoi c'est comme ça, ils me disaient parce que c'est les politiciens. Ils étaient très honnêtes, ils disaient que c'est les politiciens qui décidaient, et moi je me suis toujours dit alors moi aussi je vais faire de la politique, comme ça je vais décider naïvement d'arrêter les guerres. Sauf qu'en grandissant je me rends compte que ça se passe pas tout à fait, c'est pas aussi simple. Mais donc j'ai vraiment toujours voulu faire de la politique, ça a toujours été ancré en moi. Et je dirais que le moment décisif dans mon parcours, ça a été lorsque j'étais en master en sciences politiques et que j'ai fait mon mémoire sur la représentation politique des femmes racisées, et que je me suis rendu compte à quel point en fait ce monde violent dans lequel nous vivons,
pour pouvoir véritablement avoir un impact dessus, il fallait s'engager. Au-delà d'être dans la société civile, avoir aussi un engagement politique, c'était important. Et même si les deux, et on en reparlera, sont profondément liés et ne peuvent pas être dissociés, à mon avis, c'est vraiment en allant à la rencontre de ces femmes qui sont très peu nombreuses dans le monde politique. Et c'était à l'époque de la campagne en 2019 et des élections en 2020 où j'ai fait la rencontre d'une série de femmes à différents niveaux de pouvoir, principalement au niveau régional, mais aussi un peu fédéral. Elles m'ont raconté leur parcours et elles ont toutes un parcours incroyable, nourri de violence, malheureusement, de racisme, de sexisme. Et je me suis dit, ok, et elles m'ont toutes répété la même chose. En fait, on n'a pas le choix parce que si on n'est pas là, si on ne s'engage pas, il y a personne qui va se battre pour nous, personne qui va se battre pour nos droits. Elles ont été des rôles modèles pour moi et elles m'ont vraiment toutes permis de me rendre compte que j'avais envie de m'engager plus loin dans mon militantisme et de me présenter en politique. Ouais. Oui, tout à fait. Quand on parle de lutte antiraciste en ce moment, dans le contexte de la Belgique, mais aussi au-delà de la Belgique à l'échelle même européenne et plus, d'après toi, quelles sont un peu les priorités sur lesquelles il faudrait se focaliser si on veut avoir un combat antiraciste efficace en tant que communauté engagée? Alors, c'est une question complexe et je dirais que si je parle strictement en termes politique, les priorités, ce serait vraiment, en Belgique, ce serait vraiment déjà de reconnaître qu'il y a un racisme structurel qui gouverne nos sociétés, parce qu'ici, il y a une espèce d'amnésie comme ça. Pas qu'ici, mais voilà, en Belgique, c'est assez vicieux, c'est-à-dire qu'il va être un peu plus caché, il va être moins frontal comme en France, par exemple, mais il est tout aussi présent et tout aussi marqué. Et je dirais que vraiment une des premières choses, c'est reconnaître ça. Et je pense que si on avait plus de politiques qui reconnaissaient qu'il y a un véritable problème en termes de racisme et qui s'attelaient à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre cette structure politique, eh bien, ce serait déjà un pas énorme. Mais on le voit avec le gouvernement Arizona actuel, eh bien, en fait, on va dans l'opposé de l'antiracisme et on voit arriver des politiques profondément racistes, notamment vis-à-vis des migrants, des personnes demandeurs d'asile. Récemment, on a une personne demandeur d'asile palestinienne qui s'est suicidée dans sa maison d'accueil parce que les conditions d'accueil sont inhumaines en fait. Et maintenant, depuis peu, on a un phénomène où on a des familles qui dorment à la rue avec des bébés, des enfants de 1 an, de quelques mois, parce qu'on a une ministre de l'Asile et de la Migration qui a durci en fait les règles. Et en fait, ce durcissement, non seulement illégal, puisque la Belgique a été condamnée des centaines de fois par rapport à sa politique d'asile et migration. Donc non seulement cette politique, elle est illégale, mais en plus, elle est profondément raciste. Et tant qu'on n'a pas au moins cette reconnaissance du racisme, de son existence, eh bien, pour moi, on pourra pas avancer. Donc, moi, j'ai envie de dire que vraiment, l'une des priorités, c'est que on arrête de faire semblant, de dire ah oui, mais ça va mieux. Non. Ça va pas du tout. Là, moi, je suis en train de répéter des choses que mes ancêtres répétaient déjà. Donc, non, reconnaissons qu'il y a un problème et puis agissons en tant que tel, quoi. Mettons des ministères qui vont vraiment être formés à l'antiracisme. Là, dans ce gouvernement, on a des ministres de l'égalité des chances, on a des ministres des droits des femmes qui sont des hommes. Et moi, je suis désolée, ça va pas du tout, en fait, parce que même s'ils ont un cabinet derrière eux où il y a certainement des femmes, on ne peut pas faire des lois, des mesures, mettre en place des mesures sans les personnes concernées, en fait. Parce que ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Il y a un dilemme auquel tu fais face en tant que personne engagée politiquement de façon écologique et antiraciste, et c'est tout ce qui a trait à l'extractivisme, donc le fait d'aller chercher les matières premières dans certains pays du monde, notamment dans des pays en Afrique, pour en fait mettre en place la transition écologique qui est surtout mise en œuvre dans les pays occidentaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce dilemme auquel tu fais face, et est-ce que tu as trouvé une réponse à ce dilemme ou pas encore? Je dirais que c'est un dilemme permanent. Pour répondre d'abord à la deuxième partie de ta réponse, non, j'ai
pas vraiment trouvé de réponse et je sais pas si j'en trouverai une. Je suis consciente que je fais partie du système, je suis consciente que je fais partie du problème, mais c'est très difficile de s'extraire d'un système en fait. Moi, je peux continuer à dénoncer les grandes multinationales, Apple, Samsung, parce qu'on sait que leurs minerais, que leurs matériaux premiers viennent des mines principalement au Congo, mais j'utilise un iPhone. J'ai un MacBook à la maison et d'autres appareils de ces marques-là. Donc c'est hyper problématique, c'est hyper difficile. Je dirais pas que c'est impossible, mais c'est vraiment très difficile de s'extraire d'un système en fait qui nous structure au quotidien. Ça va être la même chose pour la fast fashion, par exemple. Mais donc pour revenir aux problématiques de l'extractivisme, je dirais que je me sens comme le mème de Spider-Man il y a un mème où Spider-Man il est démultiplié et il se pointe du doigt lui-même. Oui. Tu vois le mème? Je dirais que je me sens un peu comme ça. C'est-à-dire que, ah oui, mais t'es militante, mais tu utilises un iPhone. Ah oui, mais t'es militante, mais tu voyages, tu prends l'avion. Voilà. Ouais. Et donc c'est très difficile, mais je dirais que au moins il faut s'en rendre compte, c'est déjà une chose, et il faut continuer à visibiliser cette problématique, et il faut aussi continuer à sensibiliser sur le fait qu'en fait nos comportements de consommation, nos actions au quotidien ont un impact réel sur la vie des gens, et il faut être consciente que en fait notre confort dépend littéralement de la vie de personnes qui sont dites du sud global, même si c'est un terme colonialiste que je déteste, mais qui dépendent vraiment de leur vie à eux. Récemment encore, il y a une mine qui s'est effondrée au Congo et on sait que ces mineurs sont majoritairement des enfants. Et donc, ces enfants risquent leur vie au quotidien pour pouvoir nous offrir un confort technologique. Et ça, il faut en être conscient. Moi, c'est aussi un dilemme parce que je viens de ces régions-là. Nous, on a dû fuir, on a perdu vraiment notre vie a éclaté du jour au lendemain. J'ai perdu des proches, beaucoup de proches dans cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai pleinement conscience, en fait, des raisons sous-jacentes de cette guerre. Et c'est pas assez visibilisé. Les gens se rendent pas compte quand on parle de au moins 8 millions de morts. Je sais pas si c'est qu'un chiffre, mais derrière ces chiffres, il y a des noms. Ouais. Il y a des noms, il y a mes proches, il y a mes voisins, il y a mes amis. J'ai failli être dans ces noms de personnes qui sont mortes dans ces guerres. Et je suis dans les 6 millions aujourd'hui, on estime, de personnes déplacées dans ces guerres-là. Et donc, c'est difficile pour moi de me sentir aussi impuissante. Et la seule chose que je peux faire, en tout cas, tout ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui, c'est continuer à sensibiliser sur ces questions-là, participer aux actions qui apportent un peu plus de visibilisation et qui aident véritablement encore les victimes. Mais c'est clair qu'il y a un sentiment d'impuissance parce qu'on n'a pas les leviers. On assiste un peu impuissant à cette espèce de mascarade quand on voit encore l'accord de paix qui a été signé entre Tshisekedi et Paul Kagame grâce au bon samaritain Trump, mais pas un mot pour les victimes. Et puis qu'est-ce qu'il contient cet accord de paix? Et quels accords commerciaux il y a derrière? Quels accords commerciaux il y a derrière? Il y avait dans leur discours absolument ignoble, il y avait uniquement des termes et des notions liées à la croissance, aux bénéfices que ça va apporter, mais pas un mot pour les morts en fait. Pas un mot pour ces mineurs qui sont encore décédés récemment dans un effondrement. Ouais, en fait, tout est vu au prisme du capitalisme. Voilà. Et c'est l'intérêt majeur, c'est l'intérêt qui prime. Mais l'aspect des conséquences humaines, en fait, est anecdotique dans ces conversations géopolitiques. Et ouais, c'est ce qu'on voit. Et en fait, a priori, j'ai l'impression qu'il n'y a que la science qui pourrait nous apporter une réponse. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, tout ça, c'est un confort technologique qui en est le bénéficiaire. Mais en fait, il n'y a que la science qui pourrait nous amener à développer des technologies qui ne reposent pas
pas sur ces matières naturelles qu'on extrait de mines au Congo et dans d'autres pays, en Afrique et en Amérique du Sud aussi. Et en fait, a priori, il y a une autre façon de construire une transition écologique qui pourrait nous permettre de ne pas être dépendant de ces matériaux et donc d'arrêter cet extractivisme. Ouais. Donc, bien sûr, quand on parle de démocratie et de géopolitique internationale, on peut aussi se pencher sur la question de la limite que ça impose. Donc quand on parle si on revient un peu sur l'Europe et sur ce que ça veut dire aujourd'hui d'être engagé démocratiquement, tu es toi-même élu, donc tu vois aussi quelque part la limite, j'imagine, de ce qui est possible de faire à travers les institutions et peut-être parfois aussi la frustration que ça peut apporter. On a des institutions, des personnes qu'on élit en tant que citoyen-citoyenne X années, tous les 5 ans, 6 ans, ça dépend des endroits. Mais on voit que clairement, voilà, il y a une certaine limite et on parle de crise de la démocratie, crise des institutions. Et donc, il y a des personnes clairement qui se disent, on va essayer de s'engager différemment à travers l'engagement associatif, faire partie d'ASBL, aller en manif. Enfin, il y a plusieurs modes d'action auxquels on peut penser, autres que voter. Et d'ailleurs, tu te définis aussi toi-même comme militante avant tout. J'ai l'impression, avant même d'être élue. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour toi, le fait d'être militante et au-delà des institutions, comment est-ce que toi-même tu trouves ta place dans la société pour avoir un impact, même si le terme impact est vaste, et comment est-ce que tu penses que finalement il y a des moyens assez efficaces peut-être de se mobiliser aujourd'hui qui sont autres que d'aller voter, même si, attention, c'est bien d'aller voter, mais voilà, ça suffit pas en fait. Il faut vraiment des actions multidimensionnelles, collectives, pour pouvoir avoir un impact réel. Et voter, c'est très 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 important, mais vraiment, ça ne suffit pas dans cette société. Et encore, en fait, ça n'a jamais suffi dans le sens où qui a ce droit de vote finalement malheureusement, tout le monde n'a pas le droit de vote aujourd'hui. Les personnes migrantes ne l'ont pas, par exemple, et ne sont même pas considérées en termes juridiques et politiques du terme comme des citoyens. Ils sont étiquetés comme des sans-papiers, alors que récemment, j'ai vu encore une femme une femme dite sans-papier, qui expliquait que c'est un terme extrêmement nul parce qu'il n'y a personne qui a autant de papiers qu'une personne sans papier. Et vraiment, l'administration, le parcours administratif, pour l'avoir vécu aussi avec ma famille, des personnes sans papier, est monstrueux. Et il y a de quoi devenir fou. Mais donc, non, voter, ça ne suffit plus. Et comme tu l'as dit, il y a d'autres moyens. Moi, je dis toujours que pour pouvoir s'engager, il y a une multitude de moyens dans ce monde. Et je dirais que le premier, c'est de se rappeler avant tout son humanité. Façon de s'engager. Quand vous voyez une femme enceinte dans les métros ou une maman dans les métros, levez-vous, donnez votre place. C'est aussi une façon de vous engager, en fait, pour plus d'inclusion pour ces femmes, pour nous, les mères. Ouais. Et d'autres leviers, les manifestations, certes, mais aussi les boycotts. Les boycotts, c'est incroyablement efficace parce qu'aujourd'hui, dans la société capitaliste, un des leviers les plus efficaces, ça va être la façon dont on choisit de consommer. Absolument. Qu'est-ce qu'on consomme? Chez qui on choisit de mettre notre argent? Où est-ce qu'on le met? Et donc ça, c'est extrêmement important. Choisissez de mieux consommer au-delà de boycotter, qui peut même vous faire économiser en fait. Mais choisissez de mieux consommer. Consommer local. Aujourd'hui, il y a plein de petits entrepreneurs qui demandent de vivre dans cette société très compliquée où ici, les indépendants sont de plus en plus bouffés par les taxes et les indexations. Eh bien, c'est une façon aussi de les soutenir plutôt que... Et je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter local parce que c'est aussi, il faut le dire, le prix est différent. Bien sûr. C'est vrai que moi, si j'ai un pull qui est confectionné à la main ici en Belgique et qui va me coûter 50 € plutôt qu'un pull H&M qui coûte 15 €, forcément, avec un SMIC, moi, je vais prendre le pull à 15 €, c'est normal. Ça montre que la responsabilité ici, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas individuelle en fait, elle est systémique, elle est structurelle, elle est politique, mais par des petits gestes comme ça, on peut choisir et on peut véritablement avoir un impact sur notre système. En fait, on se rend pas compte qu'à chaque fois, c'est presque
Enfin, c'est tout aussi puissant que d'aller mettre un certain vote dans une urne. Et sauf que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, parce que qu'on le veuille ou non, il faut qu'on s'habille, il faut qu'on mange, il faut qu'on ait un toit sur la tête. Donc, en fait, tout ça, on le paye au quotidien. Et c'est un micro-pouvoir, quelque part, qu'on a au quotidien. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ce pouvoir, il va s'exercer. Mais dans une certaine direction ou une autre. En tout cas, je trouve que c'est super ce que tu fais sur les réseaux, donc je t'encourage à continuer, mais je comprends aussi que ça demande peut-être de s'exposer à une certaine violence derrière, donc que ça a un impact aussi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des outils extrêmement puissants et on voit que ça a un réel impact d'influence sur les décisions quand ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Directement, les médias s'en emparent et puis après, ça va plus haut, même au niveau politique. Ils peuvent plus nier. Et donc, malheureusement, il faut continuer malgré tout à partager et visibiliser sur les réseaux sociaux, même si parfois, comme tu l'as dit, c'est violent. Ouais. Alors, il y a une autre notion qui est importante pour Alternative Européenne, c'est d'aller au-delà de l'État-nation et donc au-delà du concept même des frontières qu'on considère comme un concept obsolète et surtout très limitant et très excluant. Bien sûr, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Et donc, quand on parle du fait d'aller au-delà de l'État-nation, il y a l'idée même de citoyenneté, quelque part, est obsolète. Quel est, toi, ton propre rapport à la citoyenneté ? Je ne sais pas si tu as la double nationalité, par exemple, et comment est-ce que tu vis ce rapport à la citoyenneté ? Ce concept de citoyenneté, il est extrêmement limitant. Pour moi, il est même obsolète, mais il a son importance quand même, puisqu'il permet de nous faire exister, tout simplement, dans cette société. J'existe, en termes juridiques et politiques, j'existe parce que je suis considérée effectivement comme une citoyenne aux yeux de l'État. Mais tant que je n'ai pas cette citoyenneté, eh bien, je n'existais pas. Donc, il y a plein de personnes aujourd'hui qui, malheureusement, comme je l'ai dit, les personnes migrantes n'ont même pas de citoyenneté. Les personnes apatrides sont confrontées à un vide juridique, légal, politique, parce que pas de citoyenneté, donc elles sont considérées comme inexistantes. Et pourtant, elles existent, elles sont là. C'est juste que les termes et la façon dont on a choisi de donner l'existence à des personnes est beaucoup trop limitante. Et encore une fois, ça montre en fait qui a le droit d'exister dans cette société, qui choisit, qui fait ses règles, qui a décidé que la citoyenneté c'était tel et tel critère, qui a décidé que c'était ça, qui a décidé que aujourd'hui telle nation est un État ou pas. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, les Palestiniens ne sont pas considérés comme un État au sens juridique unisien du terme. C'est ridicule et ça montre en fait le système de domination dans lequel on est, dans le système colonialiste dans lequel on est. Et donc moi, je me définis vraiment pas à travers ma citoyenneté, en tout cas cette citoyenneté légale, juridique, mais je m'en sers et je sais que j'ai le privilège de l'avoir. Et je m'en sers, en tout cas quand je peux, pour démontrer en fait les incohérences et les limites de ce système et surtout les injustices qui sont derrière ce système et les schémas d'oppression aussi. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi un outil d'oppression, la citoyenneté, puisque c'est un outil qui permet de dire « Ok, toi, t'es inclus et toi, tu l'es pas. » Sur une base qui est totalement arbitraire. Exactement. Et c'est avant tout un système d'oppression. Quand on étudie ce que c'est la citoyenneté, c'est avant tout ça, puisque je vais à nouveau parler des hommes et des femmes de façon très binaire, mais voilà, tel que la citoyenneté a été pensée, ça montre que ça avait avant tout comme principe et comme objectif de légitimer la domination des hommes vis-à-vis des femmes. Et donc les femmes étaient d'emblée exclues. Et c'est pour ça que pour moi, cette notion, c'est aussi un outil d'oppression, en fait, comme tu l'as si bien dit. Tout à fait, ouais. Quand on parle d'ailleurs d'inclusion dans une société et de multiculturalisme, je voulais aussi avoir ta vision sur qu'est-ce que tu penses que la Belgique ou les États occidentaux européens pourraient apprendre de l'approche du Congo quand il s'agit d'inclusion et de multiculturalisme, parce que le Congo est un pays très divers en termes d'ethnie, en termes de langue et de culture. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait apprendre ?
Qu'est-ce qu'on pourra apprendre? Un tas de choses. On pourra apprendre déjà la résilience, puisque le peuple congolais est un peuple extrêmement résilient. Et je parle pas seulement de sa faculté à faire face aux obstacles quotidiens, à résister à ces oppressions et ces violences systémiques, mais aussi à la façon dont on va penser et construire nos sociétés. C'est extrêmement résilient dans le sens où c'est un modèle qui est aussi pensé en communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, je pense, ici en Europe, apprendre du Congo et même de l'Afrique. C'est cette façon de faire front, de faire communauté, c'est cette collectivité. Là où ici, en Occident, on nous pousse de plus en plus à l'individualisme. On voit des notions telles que self-made, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est self-made. Déjà, vous êtes tous sortis au moins du corps d'une femme. C'est sûr. C'est vrai. Mais non. Donc tout ça pour dire que oui, ces choses, cette collectivité, cette façon cette solidarité qu'on a entre nous, c'est vraiment des choses qu'on peut apprendre aussi du Congo. Moi, j'ai du mal avec les gens qui disent que voilà, les Africains sont pas solidaires entre eux. Moi, si je suis arrivée ici en Belgique, c'est parce que des Africains m'ont aidée à travers le chemin que j'ai dû faire avec ma famille. Ouais. C'est parce que des inconnus, d'autres Congolais m'ont ouvert leurs portes, nous ont ouvert leurs portes, nous ont porté. Moi, des inconnus m'ont porté sur leur dos quand on marchait au Congo pour fuir les rebelles. Et c'est comme ça en Afrique. On est vraiment solidaires et ici, je le sens moins, c'est ce côté collectif. Je peux pas laisser mon enfant ici à la plage et me dire qu'il va rien lui arriver. Mais au Cap-Vert, au Congo, au Sénégal, je peux. Moi, je me souviens quand j'étais au Cap-Vert, j'ai cette maman qui est venue chez moi et j'étais pas encore maman à l'époque et j'étais juste une touriste et elle est venue chez moi, elle me connaissait pas, elle m'a vue avec ma serviette de plage, elle est venue, elle m'a laissé son enfant de 1 an et demi, elle m'a dit est-ce que tu peux le garder en anglais, est-ce que tu peux le garder, je reviens 2 minutes. Elle est pas revenue au bout de 2 minutes, je pense qu'elle est revenue au bout de 30 minutes au moins et je me suis retrouvée avec cet enfant inconnu. Donc tout s'est très bien passé et j'ai vu d'autres types d'exemples et c'est formidable en fait cette façon dont on est solidaire, cette collectivité, finalement cette humanité, je trouve qu'on perd de plus en plus ici en Occident. Et donc, s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre au moins du Congo, c'est cette résilience, cette collectivité et cette force intérieure incroyable. Et cette forme de confiance mutuelle aussi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Maggie. On arrive à la fin de notre épisode, de notre conversation, qui était très riche, très intéressante. Un grand merci pour ton temps. Avec plaisir. Et bien sûr, on peut continuer à être en contact avec toi si on le veut. Tu es toujours active sur les réseaux sociaux. Oui, un peu moins. Peut-être en 2026, je redeviendrai plus active, mais oui, je suis toujours présente quand même. Ça marche. Ton nom sur Insta, c'est Maggie, IKL.IKL. Ok. Super. On peut retrouver les autres épisodes de ce podcast avec Alternative Européenne passés et à venir aussi sur Spotify en tapant European Alternatives Podcast. Les épisodes sont dans différentes langues. On se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à tisser ensemble des liens entre démocratie, égalité et culture, toujours au-delà des frontières et de l'État-nation. D'ici là, prenez soin de vous.